Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à Focus sur les entreprises. Cette émission que nous avons proposée déjà il y a plus d'une année pour permettre à notre public de connaître les entreprises qui produisent la richesse dans notre pays. Nous avons besoin de protéger les entreprises qui sont en réalité les voies par lesquelles un pays doit se développer, se développera. Il y a 14 ans, une agence importante a été mise en place par les autorités du pays. Il s'agissait de l'agence des grands travaux dans notre pays, donc l'agence congolaise des grands travaux, la CGT en sigle. 14 ans plus tard, qu'est devenue cette agence? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Qu'est-ce qui sera fait dans les jours qui viennent? Nous avons donc le plaisir aujourd'hui de faire cet arrêt au nom de cet anniversaire heureux. Nous recevons sur ce plateau le directeur général de la CGT, l'ingénieur Charles Médard Ilunga, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, M. Willy. Voilà, merci donc d'accepter cette invitation, surtout dans le cadre de la redevabilité. Vous avez accepté de venir, de quitter les chantiers, les bureaux d'études, pour venir parler à la population. Nous allons donc entrer directement dans les vifs de notre sujet. Il y a donc quelque chose d'assez insolite. Quand vous étiez en train de célébrer l'anniversaire des 14 années de cette agence, vous avez plutôt proposé le plan stratégique en place et lieu des souvenirs. Donc, vous avez dit, nous sommes aujourd'hui, nous allons faire donc un plan stratégique pour 2020 et 2024. Alors, pourquoi un plan stratégique les jours de la mémoire? Merci, c'est une question centrale. Comme vous savez, la planification stratégique aujourd'hui est à la base de la construction des entreprises. Vous savez, lorsqu'on crée des entreprises, c'est pour qu'elles puissent prospérer, c'est pour qu'elles puissent apporter des richesses, c'est pas pour qu'elles puissent disparaître. Il faut donc arriver à visualiser le fonctionnement de l'entreprise sur le court terme, le long terme, et voir dans quelle mesure il faut prendre les meilleures dispositions pour pérenniser le fonctionnement de l'entreprise. Vous savez, 14 ans, c'est déjà une bonne expérience comme entreprise des travaux, et c'est l'occasion où il faut redéfinir la vision. La vision, nous, aujourd'hui, pour l'agence, notre vision, c'est vraiment de se positionner comme un grand bureau d'ingénierie en Afrique, dans notre pays, de manière à apporter sa plus grande contribution au problème du développement de notre pays. Et c'est comme ça qu'on nous appelle agence des grands travaux. Ça veut dire que notre rôle, c'est réellement de chercher à mobiliser les grands travaux. Et là, quand je dis grands travaux, c'est à travers l'ingénierie des besoins. Il faut arriver à assister le gouvernement dans la définition des besoins, les besoins en infrastructure pour les cas d'espèce. Et c'est aussi l'occasion pour arriver à montrer comment permettre au gouvernement de mettre en œuvre, n'est-ce pas, de répondre à tous ces besoins, les besoins de la société. Alors, parce que nous parlons de ces plans stratégiques, pouvez-vous nous en dévoiler un peu quelques grandes articulations? Vous voyez quoi dans l'avenir? Oui, en fait, la vision stratégique pour nous, les plans stratégiques, et d'abord, j'aime vous dire que là, nous sommes à notre deuxième plan stratégique. Nous avions d'abord bâti le premier plan qui est parti de 2015 à 2019. Et donc, le deuxième plan, lui, va de 2020 à 2024. Et donc, à travers le deuxième plan, nous définissons une nouvelle vision. C'est celle, justement, comme je l'ai dit, d'arriver à bâtir l'excellence opérationnelle. Donc, devenir un grand bureau qui suscite, en fait, l'intérêt de l'ensemble du pays et se positionner en Afrique. Donc, c'est-à-dire, c'est chercher à voir comment créer de la croissance, comment développer les ressources congolaises, les ressources humaines congolaises, de manière à répondre aux problèmes des infrastructures. Donc, si je comprends bien, vous ne le dites pas, peut-être parce que vous êtes modeste, vous ne voulez pas en parler, mais peut-on dire que l'expérience accumulée à ce jour peut faire de vous un bureau qui peut exporter son expertise? Effectivement, à travers, on va sûrement y arriver, à travers tout ce que nous faisons, nous avons des piliers sur lesquels nous fondons ce plan stratégique. Et vous allez voir qu'à travers tous ces piliers, nous avons besoin de créer, donc de faire de l'ancrage en Afrique. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup du Bénin en Côte d'Ivoire. Et nous voulons justement être ce Bénin de la RDC.
et internationaliser nos prestations. Donc nous devons pour cela arriver réellement à être donc l'agence la plus crédible qui soit, bâtie sur des standards internationaux, de manière à ce que nos prestations soient appréciées par les clients, par par le gouvernement, par les partenaires privés, les plus grands avec lesquels nous travaillons. Vous savez, nous avons l'occasion de travailler avec des très grands partenaires du monde, donc des partenaires dans le domaine des infrastructures. Il y a donc lieu de bâtir une crédibilité, une accréditation auprès de ces partenaires. Pour y arriver, évidemment, vous avez, je me rappelle encore du discours prononcé par vous, vous avez évoqué la consolidation des valeurs. Vous estimez que pour arriver à percer les frontières nationales et aller dans le monde, vous devez en fait cultiver un certain nombre de valeurs. Peut-on savoir lesquelles? Quelles sont les valeurs cardinales qui sont au cœur de votre stratégie? Quelles sont ces valeurs? Comme bureau d'ingénierie, la première valeur qui nous permet d'être pérenne, de nous projeter dans le temps sur plusieurs années, c'est d'abord l'innovation. Donc ça veut dire qu'il faut améliorer chaque jour. Et chaque jour, il faut proposer de nouveaux produits. Vous savez, nous sommes spécialisés dans l'ingénierie des conceptions et dans les managements de projets. Ça veut dire, nous, c'est assurer la maîtrise d'œuvre dans les infrastructures, dans la conception. Donc nous nous positionnons dans toutes les phases du développement des projets. Donc depuis la conception, la mise en œuvre, la clôture, les évaluations. Donc nous, notre rôle, c'est à travers tous les processus du déroulement des projets en général. Et donc l'innovation doit nous amener réellement à améliorer constamment nos produits à travers l'amélioration d'abord de nos processus, la manière dont nous nous organisons au quotidien. Donc d'abord, il faut chaque jour repenser notre organisation, bâtir donc sur des processus qui soient les plus crédibles et qui permettent réellement de mesurer la performance dans le temps. Voilà. Et il y a la rigueur. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est à travers ça qu'on nous reconnaît. La rigueur, la discipline dans le travail. Et la méritocratie. Donc nous ne pouvons, nous, évoluer qu'à travers des évaluations, et ce sont les plus méritants qui ont l'occasion réellement de pouvoir travailler à l'Agence congolaise des grands travaux. Ce n'est pas facile. Il y a l'intégrité, une valeur qui est importante, sans laquelle il est difficile d'être crédible. L'intégrité permet réellement, et nous avons beaucoup de témoignages pour ça, notre intégrité dans la manière de réduire le coût, dans la manière de maîtriser l'ensemble des projets tels que nous le faisons. Pour la petite histoire, vous savez, par exemple, sur le boulevard Lumumba, à travers tout ce que nous avons eu à faire, nous avons fait économiser au gouvernement 40 millions de dollars. Le pont d'Agamascodj, nous avons réalisé une économie de plus ou moins 48% par rapport aux prévisions. L'avenue Bypass, de 64 millions qui étaient prévus, cette avenue, nous n'avons pas atteint 30 millions, tout simplement parce que nous bâtissons tout sur l'intégrité et la rigueur. En tout cas, c'est une bonne chose, c'est quand même une expérience à souhaiter, mais on remarque quand même que depuis le changement intervenu dans notre pays, depuis l'alternance pacifique que nous saluons depuis 2019, la CGT a baissé dans les activités. On ne vous voit pas dans les grandes villes, dans les grands travaux. Bon, c'est peut-être un problème de communication, mais en tout cas, les régimes d'activité semblent avoir baissé. Est-ce que c'est un problème de perception que moi j'ai avec l'opinion, ou bien il y a vraiment quelque chose qui justifie ce ralentissement de vos activités, sinon la diminution du volume? Est-ce qu'on vous en veut, ou bien on vous a mis à l'écart? Pas du tout. J'aime vous dire déjà qu'à travers le programme du gouvernement, le programme 2020-2023, et le gouvernement s'est d'ailleurs fixé des objectifs avec la CGT. Aujourd'hui, nous assurons la maîtrise d'ouvrages délégués de projets des Jeux de la francophonie. Ça fait 15 contrats, 149 millions de dollars. Et comme vous savez, nous avons, avec la confiance que nous avons de notre tutelle, nous venons à peine de terminer la conception des travaux pour le projet de la route de Kamba, donc de Mazangungu à Kamba. En ce moment où je vous parle, cette route va être asphaltée. Eh bien, c'est vous savez, quand vous dites ça, tout le Congo central
bouge. Effectivement, il y a de quoi. Donc, je vous dis que nous venons de là. Ça fait juste 2 mois que nous avons fini à produire des études. Oui. Là, je parle des études en conception. Et en ce moment où je vous parle, nous sommes déployés sur Kinshasa, Matadi, Goma, Mwanda, parce que, comme vous le savez, il y a des travaux exigés par le développement du projet de port en eau profonde. Et nous avons... Vous êtes partie prenante de ce projet? Disons déjà vous vous rendez compte, nous, du fait que nous avons la conception, la maîtrise de la conception, et notre tutelle, le ministère des ITPR, a recouru donc à nous pour nous demander de pouvoir préparer tout ce qu'il y a comme projet connexe pour accompagner le développement du port en eau profonde. En ce moment où je vous parle, nous avons une mission qui est en train d'aller à Moba, donc pour faire des diagnostics et voir qu'est-ce qu'il faut faire avec le port de Moba. Il y a à peine quelques jours, il y a une mission qui est revenue de Kolwezi d'Ilolo en vue de mobiliser en PPP le projet de la route Kolwezi d'Ilolo. Donc c'est pour dire que nous sommes un bureau d'ingénierie et nous ne pouvons pas être abandonnés. Évidemment, donc vous êtes présent. Nous allons examiner tout à l'heure un peu quelques projets phares sur lesquels vous avez déjà travaillé. Nous allons faire un peu le point. Mais une chose que je voudrais vous demander maintenant, c'est dans la ville de Kinshasa, depuis, je crois, 1997, l'on parle de quelque chose comme d'une route de contournement pour arriver à l'aéroport de Kinshasa. Ici, sur ce plateau, il y a quelques mois, je recevais vos collaborateurs qui ont pratiquement dit que c'était une chose dans la poche et qu'on allait avoir une route qui allait quitter, je crois, à partir de Kitambo jusqu'à l'aéroport en empruntant un certain nombre de voies. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est tombé dans l'eau? Pas du tout, pas du tout. Comme vous savez, la phase de conception, généralement, c'est la phase la plus délicate dans le déroulement d'un projet. C'est vrai que le commun des mortels aime voir le projet dans sa phase d'exécution. Oui. Et parce que là, c'est visible. Mais la phase d'ingénierie, qui est la phase la plus décisive, c'est plutôt la phase de conception. Et mieux vous avez fait la conception du projet, mieux la réalisation devient plus aisée. Nous sommes dans ce projet. Nous avons eu à développer plusieurs études routières, études topographiques, études environnementales. Et en fait, nous sommes prêts avec l'ensemble des études et nous avons continué davantage à affiner les études parce qu'il est surtout question de mobiliser un partenaire privé. Quand vous cherchez à mobiliser un partenaire privé, il faut les plus d'informations sur la rentabilité du projet. Et là, nous avons effectivement affaire à des projets très ambitieux. Ce projet dont vous venez de parler, c'est réellement des projets que nous sommes en train de mobiliser. Mais à la nuit, bon, évidemment, sans entrer dans les secrets des laboratoires, si vous pouvez en faire une petite projection, cette route irait d'où jusqu'à l'aéroport d'Indil? Ça passerait par où? Parce que déjà en 2008, on parlait d'une route qui contournerait et prendrait le long du fleuve. Bon, récemment, on a parlé d'une route qui passerait au milieu. Alors, non. Qu'est-ce qui est mieux? En fait, il y a plusieurs... En fait, nous répondons au plan directeur, n'est-ce pas, de construction de développement de l'aménagement de la ville. Oui. Voilà, de la ville. Et par rapport à ça, il y a d'abord une bretelle, une des plus importantes bretelles, c'est la route qui part de Sosimat, rond-point Sosimat. Vous allez Sergent Moké, vous prenez Sergent Moké, vous dépassez à peu près la RTNC, vous allez vers Flambeau, et vous allez vers Poiloux. De Poiloux, vous allez parallèlement à Poiloux, et de Poiloux, vous allez vers la cité du fleuve. De la cité du fleuve, vous longez le fleuve jusqu'à ressortir vers le boulevard Lumumba. Cela veut dire que vous longez une bonne zone des marécages. Déjà, vous comprenez la délicatesse des études qu'il faut développer. Les études géotechniques sont importantes parce qu'il faut s'assurer, nous sommes dans un terrain très marécageux. Et puis en plus, pour arriver, vous voyez déjà comment se profile la route. Maintenant là, il y a les sauts de moutons qui ont été construits. Il faut maintenant, on a dû actualiser les études
de manière à ce que ces tronçons soient plus rentables. Ça, c'est une des bretelles. Nous avons d'autres périphériques qui partent notamment... en fait, on fait des contournements de la ville. Contournement de la ville pour aller se croiser vers l'aéroport. Et même en ce moment, il y a une autre variante que nous sommes en train de développer et qui aboutirait aussi en même temps à la construction d'un port sec. Donc nous parlons du projet Vouloulou. Ça veut dire que là, nous sommes en train de faire des rings autour de la ville avec des pénétrantes qui permettent d'éviter que tout le trafic passe toujours par le centre-ville. Donc c'est vraiment plusieurs périphériques comme ça, oui. Je voulais vous savoir, vous connaissez la route périphérique qui contourne Paris. Oui. Et ça a un grand apport sur la mobilité dans cette région parisienne. Est-il possible d'avoir une route périphérique ici à Kinshasa? Non, c'est là justement l'objectif. C'est-à-dire nous sommes en train réellement de travailler pour la construction des rings, des périphériques, de manière à éviter que le trafic n'aille directement que vers le centre-ville. Que pour aller à l'aéroport, par exemple, il faut toujours passer par des points particuliers. Et donc, nous pensons que c'est un grand projet de réqualification des tissus urbains. Ça permet réellement de créer des pénétrantes et d'éviter pratiquement la congestion que nous avons aujourd'hui à Kinshasa, par exemple. Ça vous donne une connaissance approfondie du pays parce que vous êtes partout. Récemment, vous avez visité la route Kasomeno-Kasenga. Quel est son état? Où est-ce qu'on en est par rapport à la réalisation? Est-ce que c'est déjà fini? Non, pas du tout. Également là, un très grand projet. Et comme vous le savez, un projet qui se mobilise en PPPP, c'est toujours un projet de longue haleine. Il faut être crédible, il faut attirer les partenaires, il faut avoir le soutien de pouvoir public et il faut absolument amener le partenaire privé à plus d'assurance. Et nous venons effectivement d'une visite et vous avez suivi récemment les plus grands investisseurs qui apportent 210 millions dans le projet. Il est venu à Kinshasa. Il a rencontré le Premier ministre justement. Et c'était pour donner son engagement ferme dans le financement de ce projet. Donc c'est un projet attendu qui démarre et bientôt... Et ce projet va passer par la Zambie et certainement va nous ouvrir... on va un peu décongestionner Kasumbalesa. Exactement. C'est un projet qui se constitue comme une alternative par rapport au trafic vers Kasumbalesa. Vous êtes un homme de symboles, vous avez beaucoup la symbolique dans votre gestion. Vous avez même décidé de changer le logo de la CGT. Pourquoi? En fait, c'est pour affirmer notre identité. En fait, c'est une nouvelle carte d'identité que nous nous donnons. Vous voyez, nous déclinons autant de valeurs. Nos missions sont en train, chaque jour, d'être reprécisées. Et c'est ça le travail d'ailleurs du plan stratégique de développement, qui redéfinit de nouvelles missions, qui dit ce que nous devons faire. En fait, le logo, nous le changeons pour traduire réellement notre engagement dans les valeurs, pour que ces logos puissent traduire ce que nous faisons réellement, puissent communiquer à tous, à travers ça, tous ceux qui voient ces logos, il faut qu'ils arrivent à situer nos activités, à savoir que nous sommes réellement un grand bureau d'ingénierie et que nous visons le développement, la pérennisation et que nous avons des grandes ambitions. Donc c'est ça les bien fondés du changement de ce logo. Nous ne pouvons que vous souhaiter d'aller de l'avant, mais en même temps, je vois que vous êtes en train de chercher, ou sinon vous avez sollicité une certification ISO. Effectivement. Alors, je me dis, mais c'est quand même des travaux publics. Chaque étude comporte quand même d'une certaine manière un pourcentage d'erreur. Oui. Comment alors on peut en même temps savoir qu'il y a un pourcentage d'erreur possible, oui. En même temps on demande une certification. Oui. La certification ISO, c'est quand même la preuve que les choses sont parfaites. Effectivement. Comment pouvez-vous alors lier les deux? En fait, vous avez pratiquement donné des réponses, oui. Aux objectifs de la certification. C'est-à-dire que nous en tant que grand bureau d'ingénierie, je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons parmi les meilleurs ingénieurs du pays, la CGT. Et donc, nous travaillons pour que nous ayons une accréditation
internationale. Et pour ça, il faut que nous puissions montrer que nous sommes bâtis sur des standards internationaux, que notre organisation est basée sur des normes internationales, que nous faisons de la conception qui répondent réellement à des normes internationales. À ce moment-là, nos produits ne peuvent pas être mis en doute. Donc nous travaillons pour satisfaire le gouvernement, satisfaire d'autres clients, des partenaires, effectivement, accroître notre crédibilité. Vous en êtes à quelle étape de cette certification? À cette étape, je crois que nous avons déjà produit beaucoup de processus qui sont des outils importants, qui montrent comment nous sommes organisés. Nous avons une meilleure cartographie aujourd'hui de tous les processus. Nous avons des acteurs et nous sommes dans la forte sensibilisation de manière à ce que l'implication du personnel soit la plus forte possible. Et dans tous les cas, l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année 2022, c'est d'obtenir la certification en invitant les certificateurs de venir visiter. Il faudra qu'il y ait des audits à blanc d'abord, et ensuite, il faut qu'on arrive à venir auditer nos méthodes et qu'on puisse donc arriver à obtenir cette certification. Donc vous avez confiance que cette certification, vous l'obtiendrez? Nous avons confiance parce que nous travaillons dur pour ça. Je vous assure, ce n'est pas facile. Vous savez que un projet de changement est un projet toujours très difficile. C'est un projet qui se bute à beaucoup de résistances. Et effectivement, c'est contre toutes ces résistances qu'il faut travailler pour que vers fin décembre, nous pensons obtenir cette certification. Parce qu'il s'agit des méthodes, des processus de votre gestion. Il y a cette année, vous avez mis à la retraite une dizaine d'agents et vous avez recruté des jeunes qui sont arrivés. Alors, certaines mauvaises langues, je n'en voudrais pas, je ne voudrais pas être le porte-parole, disent quand même que comment on peut en même temps vouloir bâtir un bureau d'expérience et de compétences et en même temps prendre des jeunes qui viennent à peine de sortir de l'université. Est-ce que ce n'est pas une dynamique contradictoire? Non, je vous dis, nous sommes vraiment très rigoureux aussi bien dans les recrutements, je vous assure. Et nous faisons tout, je vous ai dit ici, que nous avons la meilleure expertise, parmi la meilleure expertise du pays. Pourquoi? Parce que nous sommes rigoureux dans la sélection. Nous attirons des talents parmi nous. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'âge moyen à la CGT est de plus ou moins 40 ans. Et nous tenons à ce qu'à 2024, que l'âge moyen puisse baisser, puisse aller à 34 ans, par les recrutements qualitatifs. Il ne s'agit pas vraiment de prendre des gens au hasard. Et je veux par exemple vous dire, en 2009, la CGT, après sa naissance, la CGT n'avait que 18 ingénieurs en son sein, sur un personnel de plus ou moins 90, un effectif de plus ou moins 90. Aujourd'hui, la CGT a plus de 87 ingénieurs. Donc le personnel métier est en train de s'accroître. Et nous voulons qu'à 2024, que le personnel métier soit les plus représentatifs. Je vous dis, quand nous avons commencé, la CGT a plus de personnel administratif que du personnel technique. Et pourtant, nous sommes là, je vous dis, un bureau d'ingénierie. Donc nous tenons à renverser, mais pas les recrutements des jeunes. Et ces jeunes, je crois que vous avez eu à les accueillir sur votre plateau ici. Vous avez découvert leur ingéniosité très élevée, leur dynamisme qui n'est pas à démontrer. De toute façon, ça n'attend pas le nombre d'années. Pas du tout. On est bien né, qu'on a été bien formé. Et c'est dans cette optique-là que je voudrais vous poser la question suivante. Le ministre, votre tutelle, j'ai lu un peu dans la presse, quand il est allé au Grand Katanga, il avait souhaité que, parce qu'il y a des formats de concessions, il avait souhaité que tout ce qu'il y a comme concession sur le plan des routes puisse embrasser le standard qui a été pratiqué sur la route Kassumbale, Samon, Kambo et Sakania. Effectivement. Et cette route, donc, je vois que ça doit être l'entreprise CCEC qui a fonctionné. Le ministre donc a pris cet exemple-là
comme un modèle. Oui. Qu'en est-il exactement? Est-ce que ce n'était pas du favoritisme? De quoi Non, parlait-il? pas du tout. Oui. C'est-à-dire que, vous voyez, notre ministre est très sensible aux améliorations. Oui. Et tout de suite, il a vu que ce projet de Kassumbale Sakania a été un projet qui s'est développé avec une très grande vitesse, une très grande rapidité dans l'exécution. Et vous savez, en une année, l'entreprise a presque livré 150 km de routes revêtues. Ça, c'est réellement un record. En une année? Oui, en une année. Et le ministre veut que cela soit réellement la meilleure manière d'organiser les autres travaux en général. Et naturellement, c'est un motif de satisfaction pour notre ministre, tel que ça fonctionne. Et nous avons donc aujourd'hui l'occasion aussi de parler, par exemple, d'un nouveau modèle. C'est la route dont vous avez parlé, de Kasomeno, Kasenga, Tchaloué. Ça va être aussi une route avec des outils extraordinaires de gestion. Pour la première fois, c'est une route, un projet qui sera modélisé, numérisé. Donc il est possible de faire des choses bien, oui, dans un temps record. Tout à fait, il y a moyen. Oui, mais ça demande quoi ça? Ça demande, il faut mobiliser le plus de moyens. Vous savez, lorsqu'un privé peut facilement, en une année, mobiliser 229 millions de dollars en fonds propres, eh bien, il faut saluer cela. Il faut saluer cela. Ah, ça veut dire que de l'autre côté, s'il n'y a pas mobilisation des moyens, les retards est compris. Oui, c'est exact. C'est peut-être pour ça qu'on vous a vu dans la délégation de votre ministre et du Premier ministre visitant quelques chantiers sur les 9e Jeux de la francophonie. On s'inquiète même pour savoir si ces Jeux auront vraiment lieu. J'ai l'impression qu'on a fait un peu recours à la CGT, un peu comme à la Rambo, pour que vous veniez renforcer. Vous n'avez jamais été associé au début? Non, pas du tout. Au début, je crois que le ministère des ITP n'était pas intéressé. Associé. Oui. Mais maintenant, avec le temps, le gouvernement a dû rapidement refaire l'organisation de manière... C'était au regard des petites difficultés qu'il y a eu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je crois que toutes les parties prenantes se mettent ensemble. Vous êtes ceux qui ont... Maintenant, quel est le dossier? L'état du dossier, est-ce que les chantiers sont à 0? Pas du tout. Non. Vous savez, je vous ai dit, ça fait plus ou moins 15 contrats. Et sur les 15 contrats, vous avez plus ou moins 13 contrats qui avancent très bien. Et sur lesquels, je crois que le ministre a marqué, et même le Premier ministre, en tout cas, ils ont marqué beaucoup de satisfaction. Alors, il y a un projet, particulièrement, qui a aussi suscité l'attention du gouvernement, c'est plutôt les villages des Jeux de la francophonie. Et c'est là qu'il y a aujourd'hui une concentration des efforts pour que tout le retard qui est aussi remarquable, ce retard, puisse être récupéré. Donc je crois que c'est ça ce projet qui est l'étape critique des Jeux de la francophonie et tout le monde travaille pour que à cette étape aussi il y ait une accélération. Quand vous voyez les passerelles, parce que vous avez été comme associé aux passerelles. Oui, nous sommes les concepteurs des passerelles. Oui. Mais ils ne sont pas utilisés. C'est exact. Personne n'est pas sur les passerelles. Aujourd'hui, c'est encore même grave. Quand vous traversez les sauts des moutons, eh bien, au-dessus des sauts des moutons, des piétons sautent sur les sauts des moutons et traversent le boulevard. Alors, c'est souvent peut-être fatigue, ça peut décourager un peu ceux qui travaillent. Alors, est-ce que dans la conception, vous ne tenez pas compte de la mentalité de la population à qui vous adressez un ouvrage? Non, vous savez, dans la conception, nous avons vraiment tenu compte de toutes les contraintes du passé. Nous avons tenu compte notamment des anciennes passerelles qui étaient construites en béton armé et avec, au regard des accidents qu'on a eus sur ces passerelles. Et ici, nous avons proposé un modèle métallique plus facile avec un tirant d'air, l'espace entre le sol et le tablier, un peu plus haut, plus élevé, pour rassurer le trafic. Et puis, le positionnement des passerelles, c'est un positionnement issu des études, des enquêtes des usagers. Nous avons identifié les endroits les plus accidentogènes de la ville. Et vous savez aussi que le gouvernement, dans sa dernière réunion,
a demandé qu'on puisse de nouveau, n'est-ce pas, faire l'état des lieux des anciennes passerelles. Et d'ailleurs, le président de la République a insisté pour demander pourquoi les 3 dernières passerelles n'ont pas été achevées. Oui, pourquoi non, ne vous en faites pas. C'est-à-dire que c'est vrai, dans le déroulement du projet de passerelle, entre la conception du début et l'offre qui avait été présentée et acceptée, il y a eu des petites différences qui ont fait justement que les emprises qui devaient recevoir les fondations étaient occupées par les réseaux, câbles électriques, Régie des eaux, CEP Congo. Et ça a été une difficulté parce qu'il fallait déplacer les réseaux de conduite. Et ça a pu gêner surtout les passerelles de la deuxième phase. Parce que vous avez les 3 premières passerelles, première rue, 17e rue et 13e, qui ont été exécutées. C'était initialement prévu pour 8 mois. Et là, ça a pris pratiquement 2 années. 2 années. Alors la suite, c'est plutôt là où ça a été le plus difficile. Et la suite parce que dégager les emprises posait énormément de problèmes. Il fallait dégager, désintéresser les riverains, et en respectant la loi naturellement, en suivant toute la procédure judiciaire. Pour certains, ça nous a pris par moment 2 années, par exemple, pour dégager les derniers riverains de Kingasani Yasuka. Mais aussi, nous avons vu qu'il y a des difficultés pour l'entreprise pour rapidement se réorganiser par rapport au dépassement de délai. Vous voyez, le délai a connu beaucoup de dépassements, de 8 mois. 2 ans. Non, pratiquement 6 ans. Et donc, vous voyez, c'est un projet sous les tunnels. Vous pouvez rassurer à l'opinion que les 3 autres vont être faits. Disons que nous faisons tout. Je crois que les derniers rapports que nous avons envoyés à notre tutelle montrent qu'il y a des difficultés parce que nous avons besoin que l'entreprise puisse se remettre en marche. Vous savez, à l'étape actuelle, sur ces passerelles, nous disons l'exécution physique est de 70%, alors que l'exécution financière est de 90%. Ça veut dire que l'entreprise est en avance de paiement. Oui, donc il y a de l'argent qui a été versé. Il y a de l'argent qui avait été versé en avance, et donc l'entreprise doit continuer. Il n'y a pas de sanction, une entreprise comme ça non, mais écoutez, il faut manager, vous savez, le rôle, c'est d'aller à l'exécution finalement. Alors je reviens peut-être à ce qui ne vous concerne pas directement, mais ça nous concerne tous en tant que Quinois, mais c'est le fait que les passerelles ne sont pas utilisées. Le fait que c'est dommage. Quel est le problème? Pourquoi la population? Parce que ce qui est bien pour la population devrait devenir évident dans son comportement. Oui. Et pourquoi la population préfère traverser les boulevards, se mettre en danger parce qu'il y a des véhicules qui arrivent terriblement et ralentir le trafic parce qu'il faut tenir compte de ce qui passe. Oui. Alors, et finalement créer des embouteillages qu'on voulait éviter en mettant en place les passerelles et même les sauts de moutons. Non, et vous savez qu'il y a eu des accidents. Il y a eu des accidents au lieu des passerelles. Il y a des enfants qui ont été cognés, tamponnés en dessous des passerelles. Donc il y a un travail réel à faire. De mentalité. Ouais. Et c'est à cela, je pense, que la ville doit beaucoup travailler. Donc il y a un travail de sensibilisation. Nous avons notre presse est à pied d'œuvre aussi pour faire de la sensibilisation. Donc il faut sensibiliser, il faut continuer à sensibiliser. C'est un problème lié à la mentalité. Je suis intéressé par la ville de Kolwezi. Vous y avez fait beaucoup de travaux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel est l'impact de ces travaux-là sur cette ville? Parce que ceux qui nous suivent à Kolwezi ont toujours dit que Kolwezi c'est la ville minière. On vient puiser tout ici, mais on ne laisse que des trous. Alors le retour de la société dans cette ville pourrait être un tout petit peu la compensation nationale sur ce que Kolwezi donne finalement à l'État. Qu'est-ce que vous avez fait à Kolwezi? À Kolwezi, la CGT, à travers le programme sino-congolais, a eu naturellement quelques projets dans la voirie urbaine, oui, à Kolwezi. Et à Kolwezi également, il y a eu un projet pour la protection des couvertures, donc des zones dans les mines là. Vous voyez, on découvre le terrain, on le laisse abandonné. Et nous avons eu des projets là. Mais également à Kolwezi,
la concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi a apporté beaucoup de projets. Comme vous savez, la route Likasi, et même disons Lubumbashi-Likasi et Likasi-Kolwezi, c'est l'œuvre de la concession. Et aujourd'hui, on est pratiquement dans une grande modernisation. On passe de la bande, donc de 2 fois 1 voie, à 2 fois 2 entre Likasi et Kolwezi. Donc c'est une grande modernisation et bientôt ça va être couplé à une automatisation de postes de péage et de paysage. Et ça, vous verrez, ça va être une transformation très grande et de la même manière, ça va se faire entre Likasi et Lubumbashi. Donc 2 fois 2 voies, des bandelages, mais également nous reviendrons sur les recommandations de notre ministre, le marquage au sol en vue de rendre la route très propre, très belle. Et ça va donner, je crois, beaucoup plus une nouvelle image à la ville, aux villes, notamment la ville de Lubumbashi, de part vers Kolwezi, Likasi, et surtout la ville de Kolwezi. Monsieur le directeur général, évidemment, cette émission est en train d'aller vers sa fin. Je voudrais, en 14 années, vous avez mis en place beaucoup d'instruments de gestion. Il y a eu beaucoup d'innovations. D'ailleurs, vous en parlez naturellement, sans vous rendre compte que c'est des choses qui n'existaient pas avant. Je voudrais que vous reveniez un peu sur 2-3 concepts qui, à mon humble avis, constituent non pas seulement des innovations, mais aussi comme des zones d'incompréhension. Par exemple, pour la gestion des routes, le gouvernement a décidé de ce que vous avez appelé les concessions. C'est un modèle qui n'était pas ici. Oui. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Parce que quand on parle de concessions, ça veut dire quoi exactement? Si vous pouvez un peu vous expliquer sur les concessions, dans le modèle qui est mis en place pour gérer construction et gestion des routes. Très bien. Vous savez, les budgets de l'État, généralement, sont maigres. Les budgets consacrés aux infrastructures, et particulièrement aux routes, sont généralement très maigres. Et ce qu'il faut, c'est de recourir au privé, aux ressources, aux capitaux des privés, de manière à ce que les privés amènent leur expérience, et leur rigueur notamment, dans la construction, d'abord dans le financement, dans la construction et dans l'exploitation. Et c'est ça l'expérience actuelle, et eux, donc ce qu'on appelle les concessionnaires, les entreprises privées qui viennent, se rémunèrent à travers les flux de péage. Donc ils entretiennent les péages et ils se rémunèrent à travers les péages. C'est un mode de financement, vous voyez, comme on dit, innovant, parce qu'il repose sur la confiance entre les publics et les privés. Oui. Et c'est ça que nous sommes en train, c'est une expérience extraordinaire que nous sommes en train de réussir en RDC. Vous verrez qu'il y a très peu de pays en Afrique qui sont suffisamment organisés avec les concessions. Or, nous en comptons bientôt, nous à CGT, par rapport aux concessions routières que nous avons, ça fera plus ou moins 7 concessions que nous pouvons réussir. Donc, c'est un mode de financement très innovant qui amène le public à venir partager les risques et même à prendre une bonne gestion des risques, n'est-ce pas, par rapport au public. Oui. Alors, quand nous voyons la route qui va vers le Grand Bandundu, vous dépassez un tout petit peu, je crois, avant d'arriver à Menkao, vous trouvez, après Menkao, vous trouvez des constructions genre péage, oui, mais non utilisées. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas installé le péage sur la route de Bandundu? N'y a-t-il pas eu de concessionnaires? Non, c'est vrai. Vous savez, pour d'abord arriver à créer une concession, il y a une étude, il faut absolument réaliser une étude de faisabilité technique, juridique, économique et financière. Ça doit aller ensemble. Sur la route de Bandundu n'est pas encore une route concédée. Ce n'est pas un privé. Et là où ce n'est pas concédé, c'est Foner qui organise la collecte de péage. Mais les routes concédées, là, c'est les privés. Alors, parce que pour mémoire, parce que rapidement, pour qu'on arrive à la fin, les gens connaissent 2 concessions importantes. Celle de Kasumbalesa, Lubumbashi, et Matadi Kinshasa. Kinshasa. Vous avez parlé de Lubumbashi
Kolwezi. Ah oui, c'est vrai, il y a Là, déjà les fait. anciennes concessions. Oui, oui. Vous avez Sakania, Sakania Kasumbalesa. Kasumbalesa, oui, ah, bon. Et puis vous avez Kasomeno Kasenga à Tchalwe. Vous avez Kolwezi Dilolo, vous avez un lot, un premier lot. Et puis vous avez Kolwezi Dilolo, un deuxième lot. Donc, et puis on espère qu'avec des études d'attractivité, on va rapidement parler de la concession. Deuxième innovation que j'aimerais quand même souligner avec vous, vous l'avez dit, mais vous l'avez dit toujours comme à votre habitude, en passant, sans insister. Mais moi j'ai entendu, vous avez parlé que vous avez fait économiser au gouvernement des millions de dollars sur les coûts des travaux. Oui. Alors, ça signifie que vous avez une méthode pour faire efficacité et bon prix. Oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce qu'en diminuant le coût, vous n'avez pas entamé la qualité? Pas du tout. En fait, vous savez, comme on dit, les triangles d'or dans les projets, il y a d'abord le contenu, donc la consistance, ce qu'il faut faire. Il y a la qualité, il y a le coût, et puis il y a le délai. Donc il faut que les trois choses puissent aller ensemble. Il faut travailler absolument à ce que les coûts soient optimisés. Alors comment on peut optimiser le coût? D'abord, c'est en définissant les meilleurs processus. Comment faut-il chaque jour un plan d'assurance qualité? Il faut mettre en place des plans d'assurance qualité avec des intervenants compétents. Quand vous avez des intervenants compétents, avec des processus qui sont assez faciles à vérifier, à auditer, je crois que vous avez beaucoup de chances, moyennant l'intégrité, comme j'ai dit, à optimiser le projet. Et c'est cela que nous avons fait. C'est tout simplement en comptant sur la crédibilité. Vous avez une mission de contrôle des gens crédibles et qui surveillent au quotidien, en évitant tout cela, les dessous de table. tout simplement. Donc, avec des processus très clairs. Et vous avez validé ces processus, et justement, qui peuvent donc être reproductibles. Oh oui. Oui. Monsieur le DG, vraiment, vous voyez que les questions pleuvent, mais pour terminer, peut-être la dernière question, évidemment, en 14 années, vous avez eu des victoires. Nous venons d'en parler beaucoup, et vous en avez d'ailleurs esquissé simplement quelques-unes. Mais il doit y avoir eu des choses qui n'ont pas marché. Quand vous regardez votre propre direction, qu'est-ce qui a été, je ne parle pas d'échec, mais je parle du côté négatif, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, mais je vous ai dit surtout que le projet de changement, c'est réellement un défi en général. C'est comme on dit, le changement passe par une courbe, la courbe de deuil. C'est pratiquement, ça ressemble à quelqu'un qui est malade. En fait, les signes de quelqu'un qui veut mourir, comment il réagit. Le changement, c'est cela. Mais je crois que nous sommes fermes par rapport aux règles. Il faut changer. Il faut aller vers les améliorations. Donc nous sommes allés d'un point A, qui est faible, la CGT, je vous ai dit, et en personnel, en connaissances et tout, c'était faible. Aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir une entreprise qui a des connaissances. Donc la recherche des connaissances, pour nous, aujourd'hui, c'est un véritable gisement. Donc pour nous, la connaissance est une matière première. Le capital humain, nous considérons le capital humain comme étant une matière qu'il faut protéger. Et c'est comme ça, nous bâtissons, nous travaillons sur le capital humain. Ce n'est pas facile, je vous dis. C'est là le vrai combat qui permet réellement d'espérer. Nous réalisons de plus en plus que chaque année, la CGT est dans une courbe ascendante. Vous vous rendez compte, nous avons commencé, à fin année passée, nous étions à 106 projets. Nous allons terminer 2022 à plus ou moins 137 projets. Nous étions à 3 milliards à fin 2021. Nous allons terminer à plus ou moins 3 milliards 500. Ça veut dire que chaque année, la CGT est en croissance. Oui, en train de croître. Et il faut se projeter dans le temps. Nos statuts aujourd'hui ont subi un changement de manière, dans la pratique, nous avons fait changer nos statuts alors que nous ne sommes nés que du programme sino-congolais. Quand vous regardez nos statuts, vous allez voir que tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous faisons aujourd'hui n'a rien à voir avec nos statuts.
C'est ça. Donc, merci beaucoup, monsieur Charles Médard Ibunga. Vous avez été présent à cette émission Focus sur les entreprises. Et nous allons nous-mêmes aussi, en tant que médias, emprunter l'une de vos valeurs. L'excellence est ma loi. Voilà ce que l'Agence congolaise des grands travaux nous a appris aujourd'hui. Travaillons pour l'excellence et évitons la médiocrité. Merci donc d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite. Amis téléspectateurs, c'est la fin donc de cette émission. Je sais que vous êtes nombreux à avoir suivi cette émission et nous qui aimons bien les grands travaux, qui aimons le développement, nous devons soutenir les entreprises qui font beaucoup d'efforts pour améliorer non seulement la relation qualité-prix, mais surtout, et je l'ai appris ce soir, pour optimiser l'ensemble des variables dans un processus. Au revoir et à la prochaine.